Yarana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. À la une de l'actualité ce soir, deux familles de Mataya se disputent des terres. Les deux parties estiment être propriétaires des parcelles situées dans la vallée de Beirarha. Les policiers municipaux ont dû intervenir pour désamorcer le conflit verbal. Les offres d'emploi sont en hausse. 4 500 étaient disponibles au premier semestre de cette année. Elles peinent à être pourvues faute de personnes qualifiées. Le Fénois est-il à l'abri des cyberattaques? Non, depuis que nous sommes connectés au monde via Internet. La Polynésie est une potentielle victime. Comment s'en prémunir? Réponse avec un spécialiste. Nous recevons ce soir Alain Bauer, professeur de criminologie au Centre national des arts et des métiers. Il est au Fénois pour donner 2 conférences. Il n'y aura pas de salon d'automobile cette année. La pénurie de composants électroniques affecte le marché, une conséquence de la crise sanitaire. Et enfin, nous vous présenterons à la fin de cette édition les principaux rendez-vous de l'information de notre rédaction de Polynésie la Première avec notre rédactrice en chef, Stellat Arwamia. C'est un énième conflit qui met en exergue les litiges fonciers. 2 familles revendiquent leurs terres à Mataya. Un règlement de compte entre leurs membres a failli mal tourner dans la vallée de Beirarha. 15 ans que cela dure. Mérénie Gamblin et Mirko Banfou. C'est pas la route ici. Pourquoi vous n'allez pas retirer là-bas? Depuis 15 ans, un dialogue de sourds oppose ces familles. Impossible pour plusieurs propriétaires d'accéder à leurs terres situées au fond de la vallée. Les TAH bloquent le passage et revendiquent les 5,5 hectares de propriété. Je leur demande d'omiter et je leur demande d'emmener l'expert du tribunal sur les lieux. Il y aurait une mise en état. Ils ont été condamnés, ces gens-là. En haut. Ils nous ont jetés dans le lit de la rivière. Pas content qu'ils nous ont foutus dans la rivière. On a été agressés plusieurs fois depuis 2010 jusqu'à 2021. Les autres propriétaires tentent une nouvelle approche. En vain, une bagarre est évitée de peu. Les policiers veillent au grain. Il faudrait qu'on s'assoie et parler comme des adultes. Avec le colonialisme, nos terres ont été tellement spoliées. Ça a tellement été malaxé qu'aujourd'hui, on ne sait plus quel est le vrai et quel est le faux. C'est pour ça c'est un travail de fond qu'il faut faire. Mais certains sont à bout. Depuis que Turiana est venue habiter sur la terre de ses parents, acquise en 1991, elle craint quotidiennement pour la sécurité de ses enfants. Ça peut se passer 1 an lorsqu'on est au tribunal. Nous, on les croise tous les jours. Les agressions sont tous les jours. Ça, on ne le relate pas, ce qui est dommage. S'il fallait aller à la gendarmerie tous les jours, ils sont fatigués de nous voir. Ils nous connaissent, ils les connaissent, ils sont « Ah, encore vous !» D'ailleurs, la semaine de la rentrée, moi, j'ai été agressée tous les jours. Le matin, en allant à l'école, en revenant, je marche à pied, j'emmène mes enfants à pied. Dans ce genre de situation, les familles peuvent se renseigner gratuitement auprès d'un notaire. Le pays propose également jusqu'à 5 millions de francs d'aide financière pour sortir de l'indivision. Cela peut paraître surprenant, mais les offres d'emploi sont en hausse. Il y en a 500 de plus que l'an dernier, des disponibilités qui pourraient faire baisser le taux de chômage. Mais faute de qualification, les chaises vacantes sont inaccessibles aux demandeurs. Les explications de Nicolas Suir et Patrick Sing-Sing. Des murs entiers d'offres d'emploi, mais aucune à laquelle Heilani ne peut prétendre ou qui n'ait porté de fruits. Elle a été orientée vers un CAE, un plein temps, pour 80 000 francs seulement, la moitié du SMIC. Je n'ai pas d'autre choix que de prendre un CAE pour l'instant. Pire encore, il existe des CAE à mi-temps, donc payés 40 000 francs par mois seulement. Le papa vient de commencer son CAE et ils ont 4 enfants. Et la maman ne travaille pas? La maman ne travaille pas. Ils étaient très déçus par rapport à ce qu'on leur avait promis initialement, mais ils n'ont pas le choix. Du coup, voilà, ils ont accepté parce qu'il n'y a rien d'autre. Au CEFI, nombreux sont les employeurs à déposer des demandes de CAE. Ils se disent désolés de ne pouvoir proposer mieux, mais satisfaits d'aider plusieurs familles. Les jeunes qui n'allaient plus à l'école, c'est surtout pour eux. Et en plus, ils sont devenus parents maintenant, c'est dur pour avoir du travail. Les CAE sont là pour arrondir les fins de mois des familles qui sont en situation très difficile. Je le conçois et je pense que la plupart de mes homologues pensent la même chose. À la base prévue pour l'insertion professionnelle, le CAE est devenu primordial à la survie des plus modestes en période de crise et aujourd'hui encore.
On continue effectivement à lancer des CAE pour justement ces demandeurs d'emploi, pour augmenter leur employabilité et leur permettre après de trouver un emploi pérenne. Les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur trouvent plus facilement un emploi. C'est le cas pour 80% d'entre eux, contre 46% pour les non-diplômés. Et la Chambre territoriale des comptes recommande une gouvernance, une organisation et une comptabilité plus rigoureuse de la part des élus. La collectivité ne connaît pas le coût annuel total de la politique sociale en Polynésie. C'est l'un de ces nombreux constats dans un rapport que se sont procurés nos confrères de Radio 1. Un rapport sévère qui pointe du doigt 3 ministères. Cybèle Plichard-Sandroli. La gestion de la politique sociale du pays passée au crible par la Cour territoriale des comptes. 118 pages qui recommandent une plus grande rigueur et une culture du résultat. Entre les lignes, l'agacement des équipes de contrôle. La politique sociale, éparpillée en 3 ministères, ne leur a pas permis de récolter des données précises. Parmi les critiques, le schéma d'organisation sanitaire 2016-2021, jugé trop ambitieux et au-delà des capacités du pays. On nous dit la ligne directrice est trop importante, il y a trop d'actions à mener, il y a trop de choses. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup à faire, c'est tout. Et qu'on en a fait beaucoup quand même. Je voudrais rappeler qu'on a fait, en matière de santé, plus de 1100 dispositions légales pour remettre en ordre la direction de la santé. Donc, c'est pas des choses qui se font d'abord en 5 minutes, c'est pas des choses qui se font facilement, et c'est pas non plus des choses qui ne coûtent rien. Parmi les questions soulevées, la complexité de l'aide sociale répartie entre le régime de solidarité de la CPS et les services de la DSFE. La ministre des Solidarités, en poste depuis moins de 6 mois, compte s'appuyer sur les recommandations de la CTC. Elles viendront étoffer le schéma directeur de l'action sociale 2023-2028 avec un volet à part consacré aux violences intrafamiliales. Aujourd'hui, il me semble indispensable, surtout après la crise Covid, donc la crise sanitaire et économique que nous avons traversée, de mettre en place des objectifs, une stratégie de ce que l'on veut pour le social en Polynésie sur les 5 ou 10 prochaines années. Je pense que c'est important et pour le pays, mais c'est important également pour nos équipes, pour toutes les équipes qui travaillent dans le social, notamment celle de mes équipes à la DSFE, d'avoir un vrai cap. Pour la CTC, la pandémie n'a fait qu'accentuer brutalement une situation dégradée. Le pays a dû débourser au moins 11 milliards de francs entre 2020 et 2021. L'institution critique ouvertement la contribution pour la solidarité, la fameuse taxe sociale, elle qui a toujours préconisé de prélever sur le patrimoine. Elle dénonce enfin l'absence de choix politiques clairs concernant la prise en charge des personnes âgées dépendantes. C'est désormais officiel. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, est nommé haut-commissaire de la République en Polynésie. Eric Spitz connaît déjà bien Tahiti puisqu'il a occupé les fonctions de secrétaire général du Haut-Commissariat local entre 2008 et 2010. Il a également été directeur de cabinet du Haut-Commissaire de Nouvelle-Calédonie de 2001 à 2003, préfet de Guyane, de la Drôme, puis des Pyrénées-Atlantiques. C'est un féminicide de trop, déplore le Conseil des femmes après l'agression par arme blanche d'une quinquagénaire à Bora Bora. Elle a succombé aux coups perpétrés par son conjoint. Pour éveiller les consciences et alerter les autorités, le Conseil des femmes organise un rassemblement vendredi soir au parc Paufey. Il est urgent d'agir, a déclaré Chantal Gagnon. La présidente l'a dit à Nicolas Suire et Patrick Sing Sing. Que ce qu'on demande aussi, c'est que la communauté polynésienne, toutes les instances du pays, les instances religieuses se mobilisent et prennent en compte ce problème de violence, parce que ce n'est pas normal, quoi. J'ai dit en plus, c'est une violence extrême et c'est pas la première fois. Vous êtes en train de dire qu'on fait pas ce qu'il faut pour l'instant? Non. On ne fait pas grand-chose et puis nous, on estime qu'au niveau des associations, nous faisons notre travail. C'est pour ça que nous allons nous mobiliser vendredi soir, donc à la place Paufey, avec des panneaux pour dire qu'il faut absolument faire quelque chose. Je vous rappelle qu'en 2021, 3 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
Elles ne sont pas très courantes en Polynésie, mais lorsqu'elles réussissent à toucher leur cible, elles sont particulièrement désastreuses. Les cyberattaques dont le nombre avait explosé durant la crise liée au Covid-19 touchent également le Fénois. Elles se traduisent souvent par des mails frauduleux reçus dans sa messagerie. Nous en parlons tout de suite avec notre invité, Alain Bauer-Yarana. Merci d'être sur la première ce soir. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM à Paris. Vous enseignez aussi à New York et à Shanghai et vous êtes aussi spécialiste de la gestion de crise. Avant de parler cybercriminalité, un mot d'abord sur ce féminicide. Nous venons d'entendre la présidente du Conseil des femmes qui regrette que peu de choses sont faites pour améliorer la condition des femmes. Féminicide est un mot qui n'existe pas dans le droit français. Est-ce qu'à partir de là, on peut estimer que les femmes ne sont toujours pas considérées comme des victimes ? Alors, pas vraiment, parce que le code pénal est fait pour traiter de l'ensemble des homicides, mais c'est vrai qu'homicide, ça fait très homme, et il faut comprendre qu'il y a une spécificité dans les agressions contre les femmes par leur conjoints, quelle que soit la nature de leur relation. Pendant longtemps, ceci a été nié. On a considéré que ce n'était pas un sujet, mais on avait même le même problème avec les infanticides, les atteintes contre les enfants, puis l'inceste, qui n'était même pas un crime ou un délit et qui a mis un temps infini à entrer dans le code pénal. Le code pénal, c'est un objet vivant. Il est nécessaire, utile et même indispensable que le féminicide soit reconnu par rapport à sa spécificité. Toutes les femmes victimes ne sont pas victimes d'un féminicide, mais il y a une spécificité dans l'homicide qui est le féminicide, à cause justement de la proximité entre l'auteur et la victime. Merci pour cette première réponse. Les cybercriminalités, maintenant. D'abord, est-ce qu'il faut différencier les cyberattaques via les mails frauduleux, par exemple, des arnaques en ligne ? Non, en fait, à partir du moment où on est connecté, on peut être victime d'à peu près tout. Et en fait, on se trompe beaucoup. On pense que le cyber, c'est que de l'informatique. En fait, c'est un mélange, un cocktail entre de l'ingénierie technologique, de la capacité à entrer dans des systèmes, et de l'ingénierie sociale, la manipulation, de l'escroquerie, de la manière de vous faire participer vous-même à votre victimation. 99% des attaques nécessitent que la victime fasse quelque chose pour devenir victime. Répondre à un courriel, donner un relevé d'identité bancaire, fournir des éléments précis de sa vie, etc. Et 1%, c'est extrêmement sophistiqué. Ça ne s'attaque pas à des individus, mais à des entreprises, des hôpitaux, des industries, des banques. Et vous avez d'ailleurs au Fénois toute une série d'attaques qui ont eu lieu au cours des 3 dernières années, qui ont concerné un très grand réseau bancaire, une très grande industrie, ou des entreprises qui n'ont même pas donné leur nom, mais dont le niveau de production a été handicapé. Donc tous les phénomènes nécessitent le même accès au réseau et le même travail en même temps sur la technologie et en même temps sur la pédagogie. Il faut un code de la route du cyber, il faut être dans la même logique. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Donc, on comprend que nous sommes toutes de potentielles victimes à cause des outils que l'on utilise tous les jours. On est finalement tous concernés, donc que l'on soit en Polynésie, au Maroc, en Chine. Mais finalement, comment s'en protéger ? D'abord, c'est comme le code de la route. Vous mettez une ceinture de sécurité, ça ne vous fait en général pas plaisir, mais ça vous évite de mourir. Vous respectez les feux rouges parce que c'est pas si mal, les piétons parce qu'ils ont le droit de vivre, les cyclistes parce que c'est un sujet, même s'ils se comportent pas toujours très bien. Et donc, il y a une logique qui a suivi l'arrivée de la voiture. On est très réactif, on n'est jamais proactif. Mais il suffit de commencer par des choses très simples. Vous commencez par supprimer votre date de naissance, le nom du chien ou de votre dernier enfant de vos mots de passe, et vous évitez de les conserver pendant 20 ans en ne les changeant jamais. Et déjà, vous allez Et deuxièmement, vous vérifiez toujours que la personne qui essaye de vous joindre est une personne réelle. Et donc, vous évitez de répondre à tous les courriels possibles et imaginables. Et ça va réduire massivement votre capacité à la victimation. En tout cas, ça va forcer l'auteur à devenir très sophistiqué, très structuré, et donc il va changer de victime, et il va plutôt s'attaquer à des entreprises ou des institutions qui, elles, ont plutôt les moyens de se défendre, même si ça peut avoir des effets considérables. On l'a vu dans les attaques d'hôpitaux, par exemple, parce que là, vous risquez d'attaquer la vie humaine dans ces gestions. Mais il y a beaucoup de moyens de le faire, et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure sur votre programme sur les offres d'emploi, le fait de former les gens, l'activité du service public et le Conservatoire des arts et métiers, qui est là depuis plus de 40 ans, c'est justement de leur permettre autant de se protéger dans leur vie personnelle,
aussi de temps en temps de trouver un emploi, notamment dans les métiers du cyber qui recrutent énormément. D'autant que le phénomène prend de l'ampleur au fil des années avec l'arrivée de la 5G, les réseaux sociaux. Très rapidement, en Polynésie, justement, pour faciliter l'accès aux services publics, on tend à une transformation digitale. C'est une fausse bonne idée ou au contraire, on peut continuer dans cette lancée, mais il faudra former des personnes. C'est une super bonne idée à condition d'accompagner. Il y a des voitures de plus en plus rapides avec des moyens de plus en plus technologiques et donc le code de la route doit s'adapter, notamment aux voitures autonomes. En même temps, il faut que les conducteurs et les régulateurs, les contrôleurs, les piétons soient protégés. Ça doit aller en même temps, et c'est le rôle du Conservatoire des arts et métiers, mais c'est aussi la nécessité pour chaque individu de se protéger comme il le fait avec une serrure pour sa porte d'entrée, dont il considère qu'elle est peut-être plutôt utile pour éviter d'être cambriolé et qui nécessite que le cambrioleur fasse des efforts. Merci beaucoup Alain Bauer pour toutes ces explications. Je rappelle que vous donnerez à 2 conférences à Tahiti. La première demain à 17h au CNAM sur les enjeux de la cybersécurité, la cybermenace et la cyberattaque. Elle est ouverte et gratuite à tous. La deuxième se tient vendredi et est destinée cette fois au gouvernement. Vous aurez l'occasion de revenir plus en détail sur ces explications puisque vous serez l'invité café de la matinale radio demain matin. Une émission que vous pourrez suivre également en télé et en Facebook Live. Le secteur automobile a généré plus de 19 milliards de francs pacifiques de chiffre d'affaires en 2021, selon une estimation réalisée par le magazine de l'économie Le Dixit. Les professionnels qui avaient plus ou moins résisté à la crise ont décidé de ne pas organiser de salon cette année. L'industrie accuse encore le coût de la crise Covid. Les détails avec Caroline Ferrier, Patita Savia. C'est Rayatea qui a accueilli le dernier salon de l'automobile. L'événement représente 15% du chiffre d'affaires annuel des concessionnaires, des importateurs qui font face aux conséquences de la crise sanitaire. Résultat, pas de salon à Tahiti en 2022. En réalité, les problèmes de composants électroniques, problèmes de fret, transport maritime, problèmes de matières premières posent des problèmes quant à la production et à l'allocation de véhicules que nous pouvons recevoir. Donc, en fait, on a très peu de véhicules et surtout, on les a avec beaucoup de retard et on n'arrive pas à bien cadrer nos importations. Les consommateurs sont pourtant bien au rendez-vous. On n'hésite pas à acheter plusieurs véhicules par famille hors salon. On est venu voir une voiture pour ma fille. Là. Vous avez beaucoup de voitures dans la famille? Eh bien, on a une, 3, 5 voitures. 5 voitures dans la famille aussi, hein. On est beaucoup aussi. Vous achetez maintenant parce qu'à la fin de l'année, ça risque d'augmenter. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est venu là. Vous savez qu'il n'y a pas de salon de l'automobile cette année? Non, on ne savait pas. C'est chose que vous m'apprenez. Le salon, l'automobile, ça aide pas mal au niveau de la population pour qu'on ait des prix raisonnables. Et puis, si vous m'apprenez qu'il n'y a pas de salon, comment on fait? On essaye de comparer les prix avec les prix pratiqués extérieurs et puis ceux d'ici. Voilà. Et vous avez fait votre choix finalement? Absolument. Vous savez que ça va augmenter à la fin de l'année, donc vous avez bien fait. Oui, on nous l'a annoncé également. Moins de voitures à vendre et l'inflation aidant, il faut s'attendre à une augmentation des prix d'environ 3 à 4% l'an prochain. Surtout, il y a les hausses des devises. Le dollar, lui, est en train de flamber ou l'euro en train de décliner. Mais en tous les cas, il y aura d'augmentations sérieuses en fin d'année. Les ventes devraient tourner autour des 7000 véhicules en 2022 contre 8000 dans les bons jours du secteur. Reste que le problème de la circulation à Tahiti n'est toujours pas résolu. Selon les concessionnaires, il faudrait construire 12 km de route chaque année pour pallier l'engorgement. Le secteur automobile employait 408 salariés en 2021 et nous vous parlions lundi de ce véhicule hybride qui avait pris feu à Pamatei. Sachez qu'il s'agit d'un modèle Niro de la marque Kia. Polynésie la première chaîne de télévision du pays, promet d'être encore plus proche de vous ce semestre, à l'instar de nos programmes 100% locaux que nous vous proposons désormais du mardi au vendredi. La rédaction joue son rôle principal, celui de vous informer. Et pour cette nouvelle saison, nous avons 2 nouvelles choses à vous proposer. La rédactrice en chef va nous en dire plus. Stella Arwamia est avec nous. Stella Yarana. Yarana Ayata. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Alors, comment se dessine cette nouvelle saison?
Alors, c'est une belle rentrée qui se dessine, mais permets-moi de saluer quand même, j'adresse mes salutations à nos téléspectateurs, auditeurs et internautes, car Ayata, il faut le rappeler, il faut le souligner, c'est pour notre population polynésienne que nous travaillons chaque jour au niveau de l'info. Mettre en avant son regard, mettre en avant le regard du pays, c'est notre mission première en tant que chaîne de service public. Il faut aussi le rappeler, qui s'est implanté sur le territoire depuis maintenant, on va parler du média traditionnel qui est la radio, 73 ans, ce n'est pas rien, et la télé derrière depuis 57 ans aujourd'hui. Donc, il faut le rappeler que nous travaillons pour notre population depuis plus de 50 ans. C'est donc le premier support et instrument de communication du Fénois. C'est tout simplement la première chaîne de l'info. Voilà, la pertinence d'une offre au niveau de l'info a fait ses preuves en télé, en radio et sur le web depuis toujours. Et c'est sur cet élan que toute la rédaction de Polynésie, la première, se dirige et accompagnée surtout d'une équipe technique également qui appartient à notre belle maison, la première. Pour cette rentrée, nous proposons une grille ambitieuse avec tout d'abord une nouvelle émission de débat. Première ligne, incarnée par Lucille Guichet. Dans les jours à venir, on aura donc l'occasion de découvrir cette nouvelle émission Première ligne qui traitera les grands sujets de société sur les problématiques qui agitent la Polynésie et qui façonnent son avenir. Voilà, un beau rendez-vous en perspective avec Lucille Guichet et ses invités pour raconter l'histoire de notre pays, des invités qui ont écrit l'histoire de notre pays et qui vont débattre aux côtés de Lucille Guichet. Une belle soirée en perspective également avec Marouki qui va animer une émission de débat axée sur la drogue après la diffusion d'un beau documentaire, Sana, sur l'ICE. Il va aussi débattre sur ce sujet sensible avec ses trois invités. Les soirées magazines, c'est également Vevo et c'est ce soir que Vevo reprend dans sa case habituelle, 19h30, le mercredi. Ce soir, donc, Jacques Damour avec Ignacio nous invite à redécouvrir cette belle aventure, Opération Marara aux îles sous le vent, suivie d'un beau magazine sur l'obésité. Et comme nous pouvons le voir à l'écran, Manatumu, autre rendez-vous très important en dehors de Vevo. Manatumu, c'est aussi une immersion dans nos îles. Et dans les jours à venir, avec Lorenzo Marama, nous serons donc en immersion à Mopiti. Voilà comment se traduiront le travail de nos équipes de journalistes accompagnés de caméramens. La mission première, c'est aussi d'aller le plus souvent possible vers notre population. Un travail qui se traduit à travers des magazines et également nos rendez-vous de l'info dans nos journaux. Des missions que nous réalisons donc chaque jour, mais des programmes aussi qui sont élaborés avec toujours les mêmes objectifs. Oui, et l'objectif, c'est même une obligation, c'est toujours de continuer à informer cette population. Cependant, avec une ligne éditoriale, avec une exigence éditoriale, on va dire, tout en respectant les principes d'éthique déontologique. C'est avec toute une équipe et la force de notre chaîne, puisque nous sommes un média global quand même. Il y a la radio, télé et web. Nous sommes solidaires à chaque fois quand il s'agit de traiter une actualité forte. Les nouvelles ne sont pas toujours joyeuses, mais nous savons également que la signature optimiste fait partie également de notre ligne éditoriale à chaque rendez-vous de l'info avec vous, Ayata, avec Marouki en week-end, Vito, Belinda Tumatariri et le reste, toute l'équipe qui a l'habitude de présenter nos journaux. Chaque rendez-vous de l'info, c'est une mission accomplie pour servir notre population et porter le regard de cette population qu'il s'identifie à travers
notre travail. Merci beaucoup, Stelat Arouamia, pour toutes ces précisions sur nos nouveaux programmes qui démarreront très bientôt sur l'antenne de Polynésie la première. Ce carnet noir pour clore cette édition, le producteur et musicien Yves Roche s'en est allé à l'âge de 93 ans hier. Une information dévoilée par nos confrères de Tahiti Info. L'homme est un grand nom de la musique polynésienne. Il a produit des artistes comme Bimbo, Mila et Loma, Emma Terangi, Henriette Winkler, Esther Tefana ou encore Gabilou et les Barefoot Boys. Il laisse derrière lui 4 enfants. Alors Frenchy, tu sais ce que tu joues là? J'ai dit oui, je joue un morceau célèbre de Dylan. Et il me répond, et le morceau c'était Awetang, Tangitika, Teawe, Tangitika. Et il me dit, mais moi je connais un morceau de toi. Moi je connais un morceau de toi. Je vais te le jouer. Et il me joue. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'information principale de ce mercredi concerne cet énième litige foncier. 2 familles revendiquent leur terre à Mataya. Un règlement de compte entre leurs membres a failli mal tourner. Les policiers municipaux ont dû intervenir pour désamorcer le conflit verbal. À la une de votre quotidien, demain, Tahiti Info s'intéresse à la direction des transports terrestres avec ce titre à 14 ans et 1,4 milliard. Comme chaque mercredi soir, sur la première, vous l'avez entendu, vous retrouverez vos magazines. Vevo, d'abord présenté par Chiquita Teiva, puis Ça pousse au Fénois le Doc, vous montre des plantes un peu spéciales. Merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.